Comment? Bonjour. Donc, suite à... Ça, je suis obligé de rester. Suite aux journées de l'année dernière, donc avec Adeline, Xavier nous a proposé d'animer cet atelier sur les annotations. Donc, on va vous raconter aujourd'hui un petit peu. On a eu quelques réunions dans l'année. Et puis, alors, il y avait déjà une base qu'on a pu un petit peu s'approprier et digérer. Sur les réunions, c'est pas évident parce qu'en réalité, déjà, les interlocuteurs varient d'une réunion à l'autre. Et donc, souvent, les collègues viennent pour un petit peu voir de quoi ils retournent. Et avancer dans ces conditions-là, c'est pas forcément évident. Mais on va quand même. Il y a quand même une base qui existe et on sait vers où aller. Donc, ça, c'est la partie intéressante. Donc là, l'objectif, c'est d'arriver à associer des annotations à des objets 3D et de manière à assurer de la pérennité, de la standardisation, faciliter les recherches, etc. Non, l'idée globale de l'objectif à la fin pour cet atelier, c'est vraiment d'arriver à définir un ensemble de bonnes pratiques pour gérer ces annotations en objet 3D. Et parce que la question de l'annotation des objets 3D n'est pas récente, n'est pas forcément facile non plus à finir d'établir, et elle pose beaucoup de questions, notamment parce que l'aspect 3D pose déjà rien qu'à lui-même. Donc l'annotation a touché déjà pour les images, il y a déjà beaucoup de choses à voir, et quand on part dans l'espace 3D, c'est encore un autre problème. Alors, et puis il y a des problèmes de mise en pratique, c'est-à-dire que les outils ne sont pas forcément existants du point de vue informatique. Donc à un moment donné, il faudra aussi se poser la question des outils qu'on peut choisir pour attacher une annotation à une partie d'objet. Alors l'idée générale, c'est celle-là. On a un environnement 3D. Donc là, en l'occurrence, c'est une photo, hein, mais ça pourrait très bien être une reconstruction 3D par photogrammétrie avec un maillage. On aurait une image qui ressemblerait à ça. On voudrait pouvoir associer un ensemble d'informations, ce qu'on appelle une annotation, à une partie de l'objet. Donc ici, j'ai mis 4 exemples, complètement au hasard. Cet objet-là, c'est l'hypogée des dunes à Poitiers. J'ai pris une photo d'un objet sur lequel on travaille. Et les annotations peuvent être de tout ordre. Qu'est-ce que c'est une annotation? Ça peut être une mesure, ça peut être un documentaire, ça peut être une référence à un ouvrage, ça peut être un lien sur un site web, ça peut être tout ça en même temps dans une annotation pour avoir envie de référencer plusieurs choses. Ça peut être des photos, ça peut être pourquoi pas une partie 3D plus détaillée, par exemple. Et donc, on a différentes régions qu'on aimerait annoter. Alors, la question qu'on doit commencer à se poser, c'est de savoir ce qu'on doit identifier de nécessaire dans la notation pour qu'il y ait un certain standard à respecter. Parce que si on s'arrête à dire je veux attacher ce document Word à cet endroit-là de mon objet 3D, je vais avoir un document Word, mais il est tout seul dans la vie. Et si je cherche des documents Word attachés à différents objets, à différents endroits de mon objet 3D. Quand je dis objet, ça peut être un objet, mais ça peut être une pièce entière, un bâtiment entier. Un objet 3D, c'est vraiment au sens large. Et donc, ce n'est pas suffisant de juste dire j'attache quelque chose. Le quelque chose doit pouvoir être retrouvé. Et puis, pour des questions de traçabilité, on va avoir des informations de base. Donc, typiquement, la date, donc la date d'observation, par exemple. Ça peut être la date de l'annotation aussi. Le lieu, cet objet-là que j'ai en 3D, il fait référence à quoi, d'un point de vue localisation? Alors même dans les discussions, on s'est posé aussi la question de savoir ce que voulait dire le lieu. Est-ce que c'est le lieu où j'ai trouvé l'objet? Est-ce que c'est le lieu d'origine de l'objet? Est-ce que c'est le lieu où l'objet est aujourd'hui pour pouvoir y accéder? Donc ça, c'est des questions aussi qu'on s'est posées.
avoir ces informations un petit peu. Alors, il faut un identifiant aussi, puisque grâce à l'identifiant, je vais pouvoir attacher des informations, faire des références. Donc, c'est un petit peu comme dans une base de données, avoir des clés, hein. Et puis, j'aimerais bien que mon identifiant soit unique aussi. Alors, est-ce qu'il doit être unique par objet? Est-ce que. Enfin, bon, là, tout ça, on y reviendra après. Et puis, ne serait-ce que pour la date ou le lieu, on va pas mettre. On peut pas laisser l'utilisateur dire c'est mercredi 12 juillet, ou alors il va écrire 12-07 de l'année, ou alors il va aller écrire l'année, puis ensuite. Donc, il faut standardiser, ne serait-ce que ça. Voilà, donc, Pour la date, ça peut aussi être définir une période. Voilà, s'il y a beaucoup de questions sur la date qui se posent, c'est pas juste donner une date précise. Voilà, il y a des annotations, ça peut pour une période, plus ou moins précise d'ailleurs. et du coup, ces informations-là qu'on a envie de standardiser, justement pour les homogénéiser, les rendre accessibles et traçables, on va appeler ça plutôt des métadonnées. C'est-à-dire, ça va être quelque part un petit peu l'entête de la notation. Et puis après, il y aura le contenu. Et c'est ce contenu qui peut être éventuellement le plus libre possible. Après, voilà, il y a déjà la question de qu'est-ce qu'on ajoute, qu'est-ce qu'on veut décrire dans notre objet 3D, mais il faut aussi définir qu'est-ce qu'on référence sur l'objet 3D. Puisque déjà, un objet 3D, ça peut être déjà un simple nuage de points, ça peut être un maillage, ça peut déjà prendre pas mal de formes. Donc, il faut arriver à définir comment on attache cette annotation à la 3D. Donc, est-ce que c'est juste un point? Est-ce que c'est une arête? Est-ce que c'est une face, un volume? Ou même, ça peut être, quand on dit un volume, ça peut être un volume qui comprend que une partie du modèle 3D, mais ça peut être aussi un volume, une boîte englobante qui contient une partie du modèle. Donc, toute cette question autour de l'attache à l'objet 3D, elle pose aussi faut vraiment arriver à formaliser les choses, puisque ça peut prendre un certain nombre de formes assez variées. Et ces questions se posent par rapport à la 3D, mais comme je disais tout à l'heure, c'est un peu la même question par rapport aux images, parce que sur l'image, c'est pareil, l'illustration pourrait représenter un pixel, présenter une ligne, un polygone. Donc, que ce soit en 3D ou en 2D, en fait, les questions sont un peu les mêmes, mais voilà, en 3D, c'est élargi le champ des possibles, et il faut prendre en compte les différentes possibilités de pouvoir attacher la 3D à l'objet. Et la question est aussi de savoir, est-ce que, surtout quand on fait de l'acquisition sur du réel, la question est aussi de savoir, est-ce que dans le nuage de points, ce qu'on veut annoter existe, puisque suivant les reconstructions qu'on fait, il peut manquer des parties au modèle 3D, parce que la reconstruction dans cette zone est potentiellement moins dense. Du coup, il y a une question aussi de la précision à la région à laquelle on associe cette interprétation. Du coup, c'est pour ça qu'il faut avoir un certain nombre de possibilités, en termes de façon d'attacher à la 3D, que voilà, c'est relatif au nuage qui lui a une certaine précision, une certaine densité. Voilà, si on fait une annotation, moi je sais que ce soit nuage de points, mais si on fait une annotation sur un nuage de points dans une zone très dense et une annotation sur une zone moins dense, on n'a pas exactement la même information. On ne va pas forcément la définir de la même manière. Et là-dedans, il n'est pas question de choisir pour l'utilisateur. C'est-à-dire que l'utilisateur peut avoir envie de dire ce point-là m'intéresse ou cette zone-là. Et on veut garder l'ensemble, hein, ça c'est important. Oui, il faut toujours que l'utilisateur puisse aussi faire ce qu'il veut, parce que si on le limite à dire c'est forcément soit des points, soit des surfaces, ça ne pourra pas forcément correspondre à son objectif d'annotation. Donc l'utilisateur, il faut vraiment qu'il reste suffisamment libre dans la façon dont il peut s'attacher à la 3D. Tout comme il doit rester suffisamment libre aussi dans la façon dont il va décrire cette région. Mais voilà. Alors, du coup, lorsqu'on brasse un petit peu cet ensemble, il y a des choses qu'on peut arriver à dire. Donc là, on a l'impression que finalement, tout est compliqué. Il y a des choses relativement simples à mettre en place, ne serait-ce que parce qu'il existe déjà des standards dans un certain nombre de domaines. Donc, on peut commencer par parler des métadonnées, hein. Donc, dans tous les cas, une annotation doit avoir un identifiant.
ça permet d'avoir une sorte d'unicité de la notation, hein, parce que rien n'empêcherait d'avoir des descriptions qui puissent être communes à plusieurs objets, après tout, hein. Par exemple, j'ai un matériau que je retrouve sur deux objets différents, bah, la description du matériau, ce sera la même pour les deux. Donc, on veut pouvoir aussi assurer ça. Par contre, la notation globale, elle peut être plus générale que ça et inclure certains documents qui sont partagés avec les autres groupes d'objets. Donc, l'identifiant, un auteur, ça c'est important aussi pour savoir qui a écrit la notation. La date, alors c'est cette question sur la date qu'on a discuté juste avant. Donc la date, il nous a semblé opportun de dire que la date, c'était la date de l'observation, hein. C'est pas la date forcément de la création de cet élément-là. Par exemple, on veut dater un texte. La date qu'on va retrouver dans la notation, c'est la date de l'observation de la notation. S'il doit y avoir d'autres informations sur justement à quelle période a été rédigé ce texte, alors ça va être plutôt dans les données. Il peut y avoir une version aussi, sachant que on s'est posé la question de savoir si on devait autoriser la modification de la notation. Parce que c'est une vraie question aussi. Et en réalité, et supprimer la notation aussi. Et en réalité, alors, ma conclusion à moi, mais je crois que j'étais pas tout seul, c'est dire qu'on supprime pas une annotation. On peut ajouter des choses à une annotation, on la fait évoluer, mais en aucun cas on veut la supprimer. Et on ne veut pas supprimer ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire que une modification d'annotation serait une duplication de l'annotation qu'on va modifier. Une fois que l'annotation est validée, elle est validée, il faut qu'elle rentre en détail. Voilà. Alors il y avait aussi la question des droits d'accès. Alors, c'est dit, est-ce qu'on peut avoir sur une annotation un droit d'accès en écriture? Est-ce que quelqu'un peut venir écrire dans une annotation déjà existante? Et en réalité, non, avec ce que je viens de dire juste avant, on ne peut pas. Mais il peut créer une nouvelle version de l'annotation. Voilà, alors après, il y a des droits d'accès en lecture, etc., qui peuvent être en fonction de ce qu'on souhaite ouvrir, hein, puisque si un travail est en cours, on ne peut pas forcément l'ouvrir au monde entier. Et puis après, il y a la question des référentiels. Alors, cette annotation, ou en tout cas l'objet, il est où est-ce qu'il existe, où est-ce qu'il a été observé? Donc, on revient à, c'est un petit peu la même question que la date. Le référentiel, c'est l'endroit où a été observé l'objet au moment où on souhaite donner la notation. Et puis, le référentiel temporel, et c'est là où, justement, on parlait de la période. Alors là, pour le coup, j'ai un trou. Par rapport à la date, parce que la date, c'est la date d'observation, et le référentiel temporel, c'est pareil, c'est pas si évident que ça. Parce que tu te rappelles de... Je crois que la différence, c'était que la date d'observation, ça pouvait vraiment être une date d'observation. Le référentiel temporel peut aussi définir une période sur laquelle cette annotation pouvait se référer. Il peut y avoir vraiment une date d'annotation, mais il y a la date où elle a été observée, mais il y a aussi la période sur laquelle elle peut être définie. Il peut y avoir effectivement deux choses en parallèle, puisqu'il y a vraiment la constatation et l'étendue. Par exemple, si on a par exemple une dégradation, on l'a constatée à telle date, mais on sait que elle est restée sur un certain temps de toute façon. Elle n'a pas été là que ce jour-là, cette dégradation, mais on l'a constatée à une date et elle a vécu dans le temps, par contre, sur une certaine période. Donc ça, c'est ce qu'on a appelé les métadonnées. Ensuite, il y a la partie données qui est presque le plus simple, hein. Là, on va pouvoir attacher toutes les informations qu'on souhaite, par exemple un fichier de mesure qui est stocké au format Excel, hein, c'est valide. Un fichier Word, parce qu'il y a eu soit un article, soit une description. Ça peut être un lien HTTP qui donne référence à un site quelque part, parce qu'il y a des détails de quelque chose qu'on souhaite référencer. Alors le site, c'est toujours un petit peu dangereux parce que les sites évoluent, mais bon, ça peut être ce qu'on veut. Et puis,
Est-ce qu'on inclut le fichier? Très souvent, on a envie de dire, ben, on donne des références. Par exemple, on va indiquer où se trouve le fichier. Mais là aussi, il faut faire attention parce que il faut assurer la pérennité de la localisation du fichier. Vous ne pouvez pas dire, j'attache dans mes données, j'attache tel fichier, et puis à un moment donné, quelqu'un d'autre vient dans le répertoire et puis il prend le fichier, il le met ailleurs. Voilà. Ou il vient le modifier. Donc tout ça aussi, il faut y réfléchir et assurer que les choses restent pérennes. Voilà. Donc là, on peut imaginer un petit peu tout ce qu'on veut, hein. C'est pas limitatif, hein. Des images, des vidéos, ce qu'on souhaite, enfin, ce qu'on souhaite mettre comme type d'annotation. Donc là, ça doit être souple absolument. Voilà, ça peut être du texte, juste un texte simple, des mesures. Ça peut prendre vraiment des formes très variées sur ces données, sachant qu'au minimum, il faut quand même une description au minimum ou un document qui va décrire. Il faut forcément au moins une donnée. On ne peut pas considérer qu'on a une annotation. Une annotation seule, on a juste localisé quelque chose dans l'espace, ça ne porte pas grand-chose. Donc au niveau des données, il faut quand même qu'on en ait. C'est très libre, mais il faut au moins en avoir une quelque part pour expliciter ce qu'on a voulu annoter. Juste dire j'ai localisé ce point dans l'espace, mais je ne donne pas de sémantique, je ne donne pas de sens à savoir ce que j'ai voulu annoter, quel a été mon objectif d'annotation quand j'ai sélectionné cette partie-là de l'objet. Et il y a cette troisième partie sur les paradonnées qui correspondent à des données un petit peu supplémentaires qui ne sont pas nécessairement exactement la notation qu'on peut mettre, mais ça peut être des compléments, des annexes, etc. Donc, encore une fois, souvent ce sera des fichiers, des liens vers d'autres choses. Alors, le problème pour cette partie, c'est d'arriver quand même à formaliser les choses en laissant quand même une certaine liberté d'utilisateur, parce qu'on ne peut pas se permettre de lui dire il faut absolument pour annoter, ça va dépendre de son objectif d'annotation, ça va dépendre de sa spécialité, ça va dépendre, voilà, un historien, un archéologue, un architecte ne vont pas vouloir annoter les mêmes choses. Donc c'est un peu la difficulté, surtout de la partie donnée, en fait, c'est d'arriver à formaliser les choses, mais en laissant un certain degré de liberté à la personne qui va annoter, pour qu'elle puisse, elle, ne pas être contrainte en fonction de son expertise. Et donc ça, c'est sur la partie contenu de la notation. Derrière, il y a la manière de l'attacher à une région de l'objet. Donc c'est là qu'on va retrouver ce référencement qui va dépendre de la dimension. Donc si je veux référencer un point, je suis en dimension 0, je peux avoir envie de référencer une arête, ou une face, ou un volume. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux bouger quelque chose. Ah mince, bah non, il me dit que je partage. Et ça marchait avant et ça marche plus maintenant. Il y a un mouvement qui a été fait. Et là, c'est bon, c'est reparti? Non. On voit que le côté droit de mon écran. Pourtant, là, c'est bon. Non, non, mais c'est hallucinant, là. Tu vois que le côté droit de mon écran, mais mon écran... En gros, vous voyez mes mails? Oui. C'est bon, ça? C'est revenu? Non. Ça marche. Oui, d'un coup, ça. Alors, arrête de partager. ça marche, ouais. Non, là. Déplace. Ah, ok. Arrêtez. Non, ça va pas. Ça marche. Voilà. Ok. C'est curieux. C'est bon, tu vois, ça a l'air d'être. Tu veux continuer sur Oui, en gros, il y a deux modes. Il y a ce qu'on décrit, et c'est un peu ce qu'on avait déjà parlé avant, c'est ce qu'on décrit d'un côté et comment on le référence dans le modèle 3D. Donc, on disait, ça peut être que les supports peuvent avoir différentes dimensions, même dans un modèle 3D. Mais après, il y a la question, voilà, est-ce qu'on définit directement dans le modèle, on sélectionne des parties du modèle directement pour dire c'est cette partie-là du modèle que j'annote, ou est-ce qu'on définit plutôt une cible dans l'espace qui comprend, qui englobe, donc par exemple, ça peut être une sphère ou une boîte englobante qui comprend une partie du modèle de cette façon. Sachant qu'il y a la question de si on supprime un référencement direct,
peut arriver, en fonction des versions d'annotation, il faut quand même qu'on puisse repasser automatiquement sur un référencement indirect. Comme si par exemple, on met à jour, c'est une question de mise à jour, par contre, ça peut être du modèle carrément qui est annoté, où il y a noté la zone qui disparaît parce qu'on a mis à jour le modèle et que les références qu'on avait sélectionnées n'existent plus. Là, il faut quand même qu'un référencement qui soit direct se transforme automatiquement en référencement indirect, par plus de définition d'une zone dans le site. Cette question de l'évolution temporelle d'une représentation ou d'un objet qui évolue lui-même dans le temps, on a plusieurs représentations 3D, elle n'est pas simple du tout en réalité. On n'a pas de solution toute faite pour répondre à ça. Oui, parce qu'on peut avoir besoin d'annoter un modèle à différents temps, mais là, si on veut annoter un modèle à différents temps, l'objectif généralement c'est de pouvoir comparer ces annotations entre les différents temps. Donc, il faut pouvoir garder les annotations d'un point à l'autre avec potentiellement un support qui n'est pas le même et qui ne renvoie pas exactement la même chose. Dans le cadre d'un bâtiment, il peut y avoir une partie qui a été détruite par rapport à un autre état. Donc, si on veut comparer une annotation qui a été faite à un état T0 et une annotation à un état T1, on ne peut pas transférer, il faut quand même garder une configuration qui est l'annotation sur l'état T0 qui est localisé là par rapport à l'état T1. Ça pose pas mal de problèmes parce que si on a deux modèles qui ont été construits à 20 ans d'écart, donc un premier modèle 3D pour une représentation, une période, et puis un autre modèle 3D construit par une personne complètement différente avec des outils nouveaux, 20 ans après, je fais exprès de prendre du temps. Le modèle sera beaucoup plus précis 20 ans plus tard, on aura beaucoup plus de mailles, donc ce ne sera pas du tout la même géométrie. Alors, elle sera différente en termes de façon de la construire, mais elle sera aussi différente parce que le modèle a évolué dans le temps, puisque les deux études portent sur des périodes différentes. Et la difficulté, là, c'est la propagation des annotations qui avaient été mises en place il y a 20 ans sur un modèle 3D qui représente une évolution du même objet, mais parce que c'est plus sur la même période. Et donc, ce qu'on aimerait, c'est propager les annotations du premier modèle qui est différent en 3D et différent sur sa période d'étude à un modèle plus récent. Et c'est une vraie difficulté qui est, à ma connaissance, complètement ouverte en termes de recherche dans le domaine de l'informatique graphique. Cette propagation-là, elle n'est pas triviale du tout. Voilà. Je ne sais pas depuis combien de temps on parle. Je pense qu'il faut. Ouais. Donc là, il y a quelques outils, tu les connais beaucoup mieux. Oui, alors voilà, à partir de ce modèle-là, qui effectivement reste très fortement perfectible, pour l'instant, notre première pratique, ça a été essayer de confronter avec des outils existants d'annotation. Donc là, dans les groupes, on avait notamment pas avec nous, on développe au laboratoire NAP avec Aioli, donc une petite annotation sémantique. Voilà, essayer de voir si la façon dont les outils existants ont été développés, est-ce que cela correspond à, si on peut arriver à mapper ce qu'on a fait dessus pour voir si effectivement il y a une cohérence entre la formalisation qu'on a faite et voilà, ce qui est fait dans certains cas. Donc ça a été fait, on a fait cette concentration, donc, pour l'instant avec Aioli qui est développé au laboratoire MAP et VCT qui est développé au LIRIS. Et tous deux ont l'objectif de pouvoir annoter des modèles 3D différentes modalités. Mais on s'est aussi un peu intéressé à la question du BIM, puisque dans le BIM, ils ont des questionnements qui sont un peu similaires au final. Et les problématiques qu'on rencontre, ils les rencontrent aussi. Donc, c'est vrai qu'on a un peu essayé de confronter ça avec aussi les outils du BIM, pour voir voilà, si ce modèle-là pouvait déjà, dans l'état, se recaler dessus. D'ailleurs, il y a des choses qui viennent de chez eux, puisque c'était à la dernière réunion où il y avait justement des collègues spécialistes. Donc ça fait partie des choses, donc on arrive au bout là. Donc à avancer sur l'année qui vient. Donc il y a continuer à essayer de comparer par rapport et à trouver des outils qui peuvent permettre de faire ça, voir s'ils peuvent coller par rapport aux objectifs, à la modélisation qu'on a proposé là. Il y a des éléments dans le modèle à finaliser et à affiner parce que vous voyez, les choses ne sont pas toujours claires. Alors, un des problèmes qu'on a aussi, c'est que vos besoins, ils peuvent varier d'une personne à l'autre. Donc, si on contraint trop, on ne va pas répondre aux besoins. Et si on laisse trop lâche, c'est plus vraiment formalisé finalement. Donc là, il y a des compromis à trouver pour avancer sur ça.
On avait discuté des cardinalités à un moment donné, donc il va falloir qu'on les reprenne toutes pour voir si tout est bien cohérent. Donc, il y a la question du L'usage des données, ça, effectivement, savoir en fonction, arriver, comme dit Daniel, d'essayer que les utilisateurs puissent définir leurs données comme ils veulent, mais voilà, avec un minimum de questions, et toujours la question du référencement spatial et temporel qui est quand même assez large et qui pose beaucoup de problèmes. Voilà. Et après, les autres points, c'est vraiment sur du beaucoup plus long terme, qui sont dans les questions qui sont posées plutôt vraiment dans le nouveau consortium festival. Voilà, sur la question, une fois que tout ça a été fait, de définir une plateforme commune de visualisation des annotations et quand même tout en gardant une certaine interopérabilité avec les autres plateformes qui sont développées, puisque l'idée, c'est pas non plus de contraindre à une plateforme, mais voilà. Et au final, voilà, une fois qu'on aura réussi à faire tout ça, voilà, d'avoir un cahier des bonnes pratiques de structuration des annotations et de l'organisation. Et c'était notre dernier transfert. Super, merci beaucoup. Merci. Oui, merci beaucoup. Pour le temps, on pense à une question. Je répète la question parce que c'est comment se confronter à la notion de langue. C'est toujours pareil, la question est de savoir ce qui existe comme standard. Donc, par exemple, pour les dates, je pense qu'il y a des solutions assez naturelles, mais la question, il va falloir la gérer à un moment donné, probablement, suivant chaque partie de la notation, quoi. Typiquement, quelqu'un qui écrit un document Word en français, est-ce que tu dois lui demander de traduire dans toutes les langues? C'est délicat. Donc, il va falloir effectivement en discuter à un moment. Ou alors, est-ce qu'on considère qu'il y a une langue de référence? Le français? Pour compléter, c'est-à-dire que quand ce sont des documents, c'est compliqué. Mots-clés, etc., on peut se référer à des sites russes. On a la possibilité de pouvoir montrer un commentaire de la